Ah, c'est trop beau, Mathéa, hein. Magnifique. Magnifique. Ah ouais, j'adore ce moment-là, d'être sur l'eau, au pied de ces monuments hallucinants. D'ici, on a une très belle vue. C'est super de voir Budapest depuis le fleuve. C'est une autre façon de voir la ville. Et ce bâtiment, alors là, c'est quoi, Mathéa? C'est l'édifice iconique du Parlement hongrois. Il date de 1885. Son style est néo-gothique, mais il est orné de nombreux éléments baroques et de la Renaissance. Il y a plus de 700 salles à l'intérieur. Des rumeurs disent que Dracula y habite. Ah, ok. Attention, il y a un crocodile. Le crocodile du Danube. Tu vois, Mathéa, moi je suis venu ici parce que je voulais descendre une partie du Danube, découvrir ce fleuve qui est juste hallucinant. Et là, tu vois, la première émotion que j'ai, c'est que je le trouve immense, ce fleuve, extrêmement large, massif. Le Danube est grand, profond. Il mesure environ 3000 km. Ok. Il prend sa source en Allemagne et se jette dans la mer Noire. Il traverse 10 pays. Je vais descendre jusque dans le sud de la Hongrie. Ah, j'ai hâte de découvrir toutes les différentes régions sur ce fleuve. Oui, le Danube est très important pour les Hongrois. Beaucoup vivent au bord du fleuve. Ils en profitent, ils ont des bateaux, des kayaks, ils pêchent. Et j'ai l'impression que ce fleuve, c'est un peu comme si son eau coulait dans leurs veines, tu vois. Et qu'ils y sont autant attachés que toi. Et ça va être très sympa à partager. Oui, on respecte et on aime le Danube. Eh ben allez, let's go! Il faut toujours être prudent sur le Danube. Il y a un courant assez fort. Mais avec un bon guide, on peut naviguer en toute sécurité. C'est toi mon guide. Porté par le Danube, Ici, dans les boucles du Danube, la nature change souvent de visage. Chaque saison est différente. Je ne me lasse jamais. Ismaël Khelifa découvre la Hongrie. Tous ces trésors cachés derrière des façades qui sont des fois assez simples et on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière. C'est une ville qui invite à la curiosité, à explorer. Et sa capitale, Budapest. C'est vrai que je marche souvent le nez en l'air. J'ai déjà vu beaucoup de capitales et je pense que Budapest est une des plus belles d'Europe, voire même du monde. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Quel bonheur. Un voyage où l'histoire est omniprésente. Depuis très longtemps, ils font partie de notre histoire. Pour nous, Hongrois, les Tsikos sont un symbole. Je ne pense pas qu'il y en ait ailleurs. Eh bien, je te propose de faire de la pêche au carlet. C'est une façon traditionnelle de pêcher ici. C'est pas un métier facile, hein. Jusque dans l'assiette. C'est l'un des principes essentiels de notre restaurant. Un endroit ludique, un terrain de jeu où tout a sa place, mais on reste fondamentalement sur une ligne hongroise. Bienvenue en Hongrie. Ismaël, c'est parfait. Vraiment parfait. Ah, écoute, je m'en prends plein les yeux depuis que je suis arrivé ici. Ce matin, j'ai fait du canoë devant le Parlement. Et là, d'être au-dessus du Danube, c'est encore un point de vue magnifique. Hein. C'est le pont des Chênes.
C'est le premier pont suspendu d'Europe au-dessus du Danube, un ouvrage merveilleux. Premier pont suspendu d'Europe parce que ça a été le premier construit? Le premier construit, ouais, la deuxième partie du 19e siècle a permis de relier ces deux villes de l'époque, Buda et Pest. Ah, parce que Budapest, c'est la contraction entre deux villes, Buda et Pest, qui ont été reliées ensemble. Exactement. Ok. Buda est plus conservatrice, c'est l'ancienne capitale royale de la Hongrie avec la colline du château. Elle est tournée vers l'ouest. Puis de l'autre côté du Danube, à Pest, c'est plus tourné vers les Balkans. Donc c'est plus punk, c'est plus balkanique, c'est plus festif et ainsi de suite, quoi. Ça fait longtemps, toi, que tu vis à Budapest ou pas? 23 ans que je connais Budapest et j'y ai vécu une bonne dizaine d'années en tout. Et maintenant, tu es installé définitivement ici, alors? Exactement, quoi, un vrai bonheur. Tu dois les livrer où alors, ces fruits et légumes aujourd'hui? Eh ben, on doit les livrer chez des copains qui vont en avoir besoin pour cuisiner ce soir. C'est un petit café-restaurant, un petit bistrot qui s'appelle Le Troquet. Tu fais beaucoup de livraisons comme ça dans la semaine? Alors moi, j'en fais plus beaucoup, j'en ai fait un peu par le passé. Maintenant, je suis plus le coordinateur de cette coopérative qui est Cargonomia. Et on fait une petite dizaine de livraisons chaque semaine de paniers de légumes. Et c'est quoi alors Cargonomia? Alors Cargonomia, c'est une petite coopérative à Budapest qui va faire le lien entre une ferme bio dans le village de Jambok où j'aurai le plaisir de t'amener. Yes. Et puis tout ce qui est autour de la logistique vélo-cargo. Donc on fabrique ces beaux vélos comme ceux que tu vois là. Et on utilise ces beaux outils qui ne polluent pas et qui permettent d'aller très vite dans le trafic pour ramener nos légumes auprès des personnes qui en ont besoin. C'est génial de découvrir Budapest à vélo. Franchement, grand bonheur. T'as remarqué quand même qu'il y a un nombre de terrasses qui est assez délirant dans cette ville par rapport à la population. C'est complètement dingue. C'est une ville de terrasses. Toutes les réunions, toutes les rencontres, toutes les discussions, les réflexions, ça se fait toujours autour d'un café ou d'une bière. C'est vraiment une forme de qualité de vie, de joie de vivre que tu vas retrouver dans la socialisation. Là, on arrive en plein cœur du quartier juif de Budapest, qui a été un ghetto pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui, en 90, est devenu aussi le quartier de la fête. Quand tu dis 90, on est juste après la chute du mur de Berlin. C'est ça. Donc c'est la fin du joug de l'ex-URSS sur un pays comme la Hongrie. Exactement. Oh là là, dis donc ce bâtiment. C'est la fameuse grande synagogue de Budapest. Donc, la deuxième plus grande synagogue au monde et plus grande synagogue d'Europe. Un bâtiment vraiment merveilleux avec ses deux dômes dorés, ses petites horloges et faites de belles briques. C'est ici la livraison? Et là on est arrivé au Troquet. Sia, Rosalie, on te ramène les légumes pour votre bonne cuisine du soir. Viens pour ça. Bon petit légume. Hop là. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Salut. Hop là. On se pose par là? Comment ça s'appelle ici? Alors ça c'est l'église Mathias, c'est le bastion des pêcheurs. Le bastion des pêcheurs, d'accord. Tiens, regarde ça. Ah, génial. Tu vois finalement, où qu'on se mette, quoi qu'on regarde, tout est toujours lié au Danube ici, quoi. L'eau et le Danube. C'est impressionnant, franchement. Et il devient le beau Danube bleu dans une belle soirée comme ça, quoi. Ce que j'avais pas du tout ce matin quand j'étais en canoë dessus. Ah non. Ah, c'est génial. Ouais.
À quel moment tu t'es dit il faut absolument que je me pose dans cette ville? Les premières heures que je suis arrivé. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a touché à ce point? C'est vraiment les premières heures. On a descendu du train à la gare de Keleti, la gare de l'Est de Budapest, jeune étudiant qui vient passer une semaine à Budapest et j'ai l'impression d'être dans l'Orient Express. J'ai l'impression d'être en Orient tout en étant au cœur de l'Europe. J'ai senti un truc incroyable et j'ai dit j'ai envie d'explorer, de découvrir en profondeur cette ville. Mes premières expériences pour acheter des trucs de base dans les magasins, 9 fois sur 10, je ressortais avec quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'avais pas demandé. J'ai vu qu'il y a beaucoup de S, de Z, d'accents dans tous les sens. On se régale. C'est un alphabet latin mais avec 44 lettres, des combinaisons qui prend plusieurs semaines à appréhender. Et cette particularité linguistique, cette langue originaire du centre de l'Asie, crée au milieu de l'Europe centrale une singularité culturelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Vincent? On va aller au bar. Hein. Ouais. Il n'y a que ça à faire. Ah bah ouais. C'est une grosse tradition ici, ça. Hein. Ah bah tu vas voir et puis ça va te revigorer quoi. Très bien. Bon, allez, parti. Allez, vas-y, je t'en prie. C'est canon là, est-ce que c'est beau? Magnifique hein. J'ai jamais vu des bains thermaux aussi grandioses, enfin, on a presque l'impression, proportion gardée, d'être à Versailles quoi, tu vois. C'est le Versailles des bains, je reconnais bien ton côté français là, de ramener à la France. C'est clair. Elle est à combien là l'eau tu crois? 33 degrés il me semble, mais quand même. On va les tester. Hein. Donc il fait moins chaud dans l'eau qu'à l'extérieur quoi. Ah aujourd'hui ouais. Bonjour messieurs dames. Il y en a un peu qui vont. Hello. Oh là, comme c'est chaud. Wow. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Quel bonheur. Et comment ça se fait que cette tradition des bains thermaux est si développée à Budapest? C'est un héritage de l'occupation ottomane au XVIe siècle. Et ils ont gardé cette habitude des bains thermaux dans une ville qui offre un nombre de sources d'eau thermale assez incroyable. Et puis comme tu peux le voir, on est vraiment dans une atmosphère baroque austro-hongroise tout en ayant cet art de vivre des bains ottomans. Les Ottomans ici, l'Empire ottoman a possédé Budapest et la Hongrie a occupé pendant à peu près un siècle la Hongrie. Et ce qui est merveilleux dans cette ouverture culturelle, c'est que tu gardes le meilleur de tout ce que tout le monde peut apporter. Ouais. Et ça, exactement. Et ça c'est super. Là, c'est des bains chauds ou des bains froids? Alors les deux là sont chauds, mais là-bas, si tu veux, il y a un petit frais que je te conseille avant d'aller dans le chaud. Quoi. Eh ben, allez, très bien. Oh, vas-y, hein, tu vois, c'est très important d'y aller très vite. Ah non, faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Ah, je vois que vous êtes passé par là, vous aussi. Faut y aller direct? Vas-y. Et après, Ah ouais, une fois que t'as passé ça, c'est juste magnifique quoi. 20 degrés. C'est marrant parce que ce qui te paraît très chaud quand tu vas te baigner dans un lac par exemple, là ça paraît très froid parce qu'avant on était dans 38 quoi. C'est ça. Et l'eau qu'on trouve dans les bassins là, c'est la même eau? Ah non, chaque bassin en fait c'est une source d'eau différente. C'est pour ça qu'il y a des différences de température, elles sont naturelles ces différences de température. Ah, c'est naturellement très froid ou très chaud? Il n'y a pas de chaufferie ni de frigo pour refroidir tout ça. Et puis aussi les caractéristiques minérales diverses et variées. Pour avoir autant de diversité d'eau que tu as juste dans ces bains Széchenyi, il faudrait presque faire le tour de la France, au moins le tour d'une grande région thermale quoi. Je suis né ici à Neumorosch. Mon père travaillait sur un bateau, ma mère était institutrice. Du printemps à l'été, nous étions tout le temps sur l'eau. J'adore le Danube. C'est mon endroit favori et ça dure encore jusqu'à aujourd'hui. Un lien intime avec le fleuve qui s'est encore renforcé depuis 2002. Cette année-là, Mikhail arrête de fumer et pour compenser, chaque jour, il parcourt les 50 mètres qui séparent sa maison du fleuve pour venir s'y baigner. Bonjour la famille Michi. Vous allez bien?
Après plus de 20 ans de baignade quotidienne, c'est devenu un visage connu de la petite ville de Neumaros. Un jour, il faisait moins 17. Sur le Danube, il y avait des morceaux de glace qui flottaient. Et j'ai croisé un groupe de vieilles dames. Quand elles m'ont vu rentrer dans l'eau, elles m'ont crié « Jésus, Marie-Joseph, vous allez vous baigner ?» J'ai répondu « Ben oui, vous voyez bien que je suis habillé. Mais si par hasard je ne remonte pas, allez chez moi, dites-leur qu'ils peuvent enlever un couvert pour déjeuner. » Ces baignades hivernales lui ont même valu un surnom, le morse de Neumaros. Et si Mikhail en tire une certaine fierté, ce n'est pas pour les autres qu'il fait ça, mais bien pour lui. Je me sens très bien, je me sens libéré. Mon sang circule dans mes veines. J'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un mode de vie. Long de 2857 km, le plus grand fleuve d'Europe occidentale traverse la Hongrie du nord au sud. Une colonne vertébrale autour de laquelle la vie s'organise. Dès l'époque romaine, le Danube était utilisé pour transporter les marchandises et au Moyen-Âge, c'était l'une des artères principales du commerce inter-européen. Au centre du pays, le port de Dunavece perpétue cette tradition. De la même façon que le pont derrière moi nous rapproche de l'autre rive, le Danube nous relie aux autres villes d'Europe. Pour la navigation, il faut savoir qu'on se situe au kilomètre 1572. Notre port se trouve donc à peu près au milieu du Danube le navigable. Il y a un important transit de matériel vers le nord et vers le sud. Qui vient mettre les sangles? L'infrastructure s'est spécialisée dans le débarquement et l'embarquement de très gros chargements. Sous ces bâches, des wagons de train de 25 mètres de long fabriqués en Hongrie et à destination du port belge de Zeebrugge. Ce wagon pèse 13 800 kg. Plus 2 tonnes pour les barres. Par la route, cela aurait nécessité des milliers de kilomètres en convoi exceptionnel pour un coût considérable. Si la voie fluviale coûte beaucoup moins cher, le rembarquement nécessite de la précision. C'est compliqué de les charger dans la péniche, car ils font 3 mètres de large. Et on n'a que 7 ou 8 mètres pour en mettre 2 côte à côte. Ça ne laisse vraiment pas beaucoup de marge. Malgré des avantages certains, le fret fluvial souffre aujourd'hui des fortes variations du niveau du Danube. Il ne représente plus que 2% du transport de marchandises du pays. Aujourd'hui, pour les Hongrois, l'usage principal du Danube semble être récréatif. On y va. Mais on fait attention à notre stabilité. À quelques kilomètres de la capitale, l'île de Lupa est un anachronisme. On y accède uniquement par bateau. Aucun pont ne la dessert et par conséquent, aucun véhicule n'y circule. L'île de Lupa est un endroit assez spécial parce qu'on est près de Budapest, mais quand même assez loin pour ne pas ressentir les aspects négatifs de la ville. On se sent un peu isolé. Il ne faut jamais oublier que le Danube répond aux lois de la nature et qu'il y a parfois des crues. Regardez, le plus haut niveau d'eau qu'on ait eu, c'était en 2013. C'était vraiment très impressionnant. L'eau est arrivée jusqu'au milieu de notre fenêtre. Les habitants de l'île, essentiellement des résidents secondaires, assument ce risque. C'est pour cela que les maisons sont sur pilotis. L'harmonie des lieux tient aussi au fait que la plupart ont été construites dans le style architectural Bauhaus dans les années 30.
lorsque l'intelligentsia bohème de l'époque est tombée sous le charme de Lupa. C'était la maison de mon arrière-grand-père qui était peintre dans les années 30. Il s'appelait Paul Molnar. Ça, c'est une photo de lui qui a été prise ici. Le balcon était un peu différent de maintenant. Et ça, c'est son œuvre qui s'intitule « La Vénus de Lupa ». Et on peut vraiment reconnaître les lieux. Elle a été peinte sur la terrasse. Si l'île de Lupa mesure moins de 800 mètres de long, le sentiment de liberté qui s'y rattache est immense. Il suffit de bien tendre les bras puis de ramener l'eau vers toi. Très bien. Parfait. Parfait. Ici, quand le fleuve n'est pas en crue, c'est un terrain de jeu fantastique pour les enfants de 4 à 80 ans. Donc on va prendre les tomates et puis le basilic, il a l'air d'être bien, d'autant plus qu'il a déjà commencé à fleurir, donc coupe-en un peu, on en mettra tout à l'heure avec le... Salut Vincent. Oh. Si, avec Ismaël. Bah, très bien et toi? Très bien. Bah, écoute, super. Hein. Ça sent bon le basilic là, dis donc. Ah bah on vient d'en couper un petit peu justement. C'est Orchi, ma compagne que je te présente. Salut Orchi. Cofondatrice de Cargonomia avec nous. Quoi. Très bien, donc vous travaillez tous les deux alors? Ouais, c'est un vrai bonheur de travailler en couple. Hein. C'est parfois difficile, mais c'est très épanouissant. Et donc vous avez créé tout ce qu'on voit ici, là, cette ferme incroyable, c'est grand. Hein. C'est vraiment un écosystème qui fait le lien entre Budapest et le village de Jambok. On essaye de reconnecter ces mondes qui ne se parlent plus entre la ruralité et la ville et faire comprendre à tout le monde qu'on a besoin des deux, qu'on a besoin de se parler, de se respecter et idéalement de passer du temps ensemble et du beau temps ensemble. Je vais vous aider à ramasser les amis. Bah, écoute, moi je vais pas tarder par contre parce que si tu as envie de manger à midi, il faut que j'aille vite à la cuisine. Alors, je te donne les tomates, tu sauras les mettre dans le panier. Orchi va te guider. Très bien. Si à stock, à tout de suite. Tu peux couper un peu de basilic. Comme ça? Oui. Voilà. Je suis heureux de découvrir cette exploitation, Orchi, parce que, tu vois, en France, c'est pas toujours l'image qu'on a de la Hongrie. On voit un pays plutôt fermé dans, en tout cas, la manière dont on nous en parle. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, il faut aller voir parce que ça se trouve, il se passe quelque chose d'inattendu aussi dans ce pays. Je pense qu'il y a, en Hongrie, de nombreuses initiatives positives. Des initiatives locales qui visent à construire un pays et une société plus durables. Bien sûr, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés à cause du gouvernement. Mais nous avons encore beaucoup de liberté pour faire les choses. Non, mais c'est bien de changer ses idées reçues sur un pays, de voir que la réalité est parfois plus nuancée que ce qu'on imagine. Tiens, Orchi, ton couteau. Merci. C'est ton fils? Oui. Ok. Tu t'appelles comment? Arthur. Arthur. How old is he? Arthur. Ah oui, Arthur en hongrois et Arthur en français. Oui. Hop là. Pourquoi tu as eu envie de t'investir dans ce projet, de lui donner vie? C'était quelque chose de très important pour toi, Orchi? Quand j'étudiais à l'université, nous étudions tous les problèmes liés au changement climatique et à la biodiversité. Quand je faisais des recherches, il me manquait quelque chose. Mes mains ne se salissaient pas. Puis j'ai rencontré Vincent et d'autres amis et nous avons fondé Cargonomia. Alors nous avons commencé à faire des actions concrètes qui changent le quotidien. Ouais, tu voulais pas être une chercheuse hors sol, mais avoir les mains dans la terre, quoi. Voici une maison construite dans les années 50. Ok. Tu peux en voir plusieurs alignées. Elles sont toutes identiques. Avec le communisme et on bâtissait des petites maisons comme ça qui se ressemblaient toutes, c'est ça? Oui, exactement les mêmes dans tout le pays.
Voici notre chef cuisinier. Ah, mais le voilà. Messieurs, dames, bonjour. Le chef cuisinier, on vous amène des petites tomates avec ça va être super, on va faire une petite salade de tomates avec tout ça. Oh là là, comme ça sent bon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bogratch. Confit d'oignons, carottes, pommes de terre, avec pas mal de choses vertes comme des blettes et compagnie. Et dis-moi, Vincent, les fruits et les légumes que vous produisez là sous les serres, est-ce que c'est ceux que tu livres avec Vélo Cargo? C'est ce qu'on a livré à Budapest. Donc tout ça, ça grandit ici tout au long de l'année. Ouais. Et c'est dispatché dans plusieurs points de distribution de Budapest. Une petite ou une grande portion? Normal. Normal, d'accord. Medium, medium, medium. C'est bon. C'est ce matin. It's all about the future. It's all about what's next. Après une belle journée à la ferme, ça fait plaisir de retrouver mon Budapest. Donc c'est là que j'habite, c'est mon quartier. Tu vois, il y a quelque chose qui me surprend depuis que je suis arrivé à Budapest, c'est qu'on est quand même dans une très grande capitale européenne. Et pourtant, on respire, il n'y a pas grand monde sur les trottoirs. Il y a presque une ambiance de ville moyenne ou de grande ville de province, tu vois. Je te dirais même, c'est une ambiance de village. Et c'est lié au fait qu'il y a une très faible densité de population. D'accord. Du fait des tragédies du siècle dernier en Europe centrale, en Hongrie. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la déportation des Juifs de Hongrie. Et puis le fameux soulèvement de 1956 contre le joug de Moscou pour une Hongrie libre qui va être fortement réprimée par les chars russes et qui va amener la fuite d'une grande partie des populations hongroises, en particulier des jeunes de Budapest. Et ma grand-mère à chaque fois me disait j'espère qu'il n'y a pas les chars russes qui vont arriver chez nous. Ça a marqué les générations anciennes. Et ça continue, on continue à en parler quelque part, tout à fait. Je t'invite à goûter cette eau thermale qui est merveilleuse et qui est rafraîchissante. Ah, on peut la boire comme ça? Ah bah oui. Nickel. Alors ça, par contre, tu vois, je trouve que c'est vraiment original. L'eau thermale qui jaillit dans une fontaine au beau milieu de la capitale. Fraîche et bonne pour la santé. C'est vraiment dans son jus, hein. Là, c'est le Parlement, non? C'est ça? Exactement, c'est le Parlement de Hongrie. Un ouvrage magnifique, surdimensionné par rapport à la taille du pays. Et comment s'appelle cette île alors? Elle s'appelle l'île Marguerite. Et tu retrouves de nouveau le côté eau qui est toujours présent. Oui. Tu vois, j'aime bien cet endroit parce que je trouve que les gens vivent la ville, sont ensemble. Enfin, on voit bien, il y a des petites familles posées dans l'herbe, des jeunes qui viennent juste se rafraîchir. Enfin, il y a beaucoup de tourisme à Budapest, mais j'ai l'impression que la ville appartient aux habitants aussi. Ça te dit qu'on se rafraîchisse un peu les pieds? Allez, parce que à force de marcher, franchement, hop là. Elle est pas trop froide. Wow. Ah si, elle est pile comme il faut. Profite. Oh, j'adore ce moment, Vincent. C'est génial. Tu vois, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans la ville de Budapest. De pas être juste un visiteur de passage, tu vois. Un temps méditatif assez incroyable, quoi. Mais là, tu sens l'âme de la ville. Budapest est souvent considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe. Une réputation que le joyau du Danube doit en grande partie à son architecture unique, héritée de son passé impérial.
Un patrimoine que Vincent Baumgartner ne se lasse pas d'explorer. Ce Suisseau-Hongrois pousse les portes des immeubles à la recherche des pépites cachées de la capitale. Cette cour avec cette fontaine est absolument magnifique. La façade de l'extérieur est assez simple, mais derrière on trouve un trésor comme ça. C'est ce qui fait le charme de Budapest. Tous ces trésors cachés derrière des façades qui sont des fois assez simples et on ne sait jamais ce qu'on va trouver derrière. C'est une ville qui invite à la curiosité, à explorer. Des découvertes qu'il immortalise en photo. Depuis ses premières explorations, il estime avoir visité plus de 1200 édifices. J'ai commencé mon projet d'exploration et de documentation architecturale de Budapest en 2018. Après être retourné vivre ici, je me suis rendu compte que la ville était en changement. Beaucoup d'immeubles qui me plaisaient ont été rénovés, pas en bien, souvent pas en bien. Et du coup, j'ai eu envie de commencer à documenter, garder une trace. 90% des bâtiments du centre historique ont été construits à la fin du 19e siècle, sur une courte période d'à peine 30 ans. Conséquence, une unité architecturale et une sensation d'harmonie. Aujourd'hui, Vincent a prévu de visiter pour la première fois cet immeuble construit en 1906, typique du style Art Nouveau. Et si le code qu'on lui a donné ne fonctionne pas, il sait que les portes des immeubles finissent toujours par s'ouvrir. Merci. Lorsqu'il découvre un immeuble pour la première fois, Vincent se promène partout et laisse ses yeux faire de même. Moulures, ferronnerie, il examine chaque détail et évalue leur état de conservation. C'est un bâtiment assez remarquable parce qu'il a préservé beaucoup de détails d'origine, dont les fenêtres, les portes. Il y a aussi par exemple ces objets qui servaient à accrocher des pots de fleurs. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cet immeuble, c'est qu'il a survécu à différents conflits, à la Deuxième Guerre mondiale, à la Révolution de 1956. On voit d'ailleurs quelques traces de balles. Pour moi, Budapest, c'est une ville où on a une connexion à l'histoire qui est beaucoup plus directe. Pendant des décennies, l'entretien de ces immeubles vieillissants n'était pas une priorité pour les autorités. Mais certains arrondissements commencent à se saisir du problème. Dans le 6e, qui compte près de 700 immeubles protégés, un grand lifting a été lancé ces dernières années. Ce marché centenaire en est l'exemple le plus récent. Voilà un exemple de façade restaurée. Et bientôt, l'intérieur du bâtiment sera restauré aussi. En ce moment, on est en train de démolir et dans 1 an et demi, le hall sera magnifique. István Matouš est l'architecte en chef de l'arrondissement. Et c'est aussi un amoureux inconditionnel de sa ville. C'est vrai que je marche souvent le nez en l'air. J'ai déjà vu beaucoup de capitales et je pense que Budapest est une des plus belles d'Europe, voire même du monde. Avec ses équipes, il recense les immeubles les plus abîmés et met en œuvre leur restauration. C'est un magnifique palais de style néo-renaissance. C'est un bâtiment qui a plus de 100 ans. À l'époque, on utilisait d'autres techniques. Surtout, au moment de leur construction, priorité semble avoir été donnée à l'apparence plutôt qu'à la durabilité. C'est notamment le cas d'une grande partie des ornements. Cet élément de façade néo-renaissance s'appelle un édicule. Ce sont des encadrements de fenêtres qui sont les uns à côté des autres. De loin, ces édicules ressemblent à de la pierre, mais en réalité, ils étaient faits en plâtre. Linteaux, encadrement de fenêtres, corniches, tous les décors étaient réalisés selon ce même procédé. Le bas s'est détérioré à cause du gel. Le mortier et le plâtre n'ont pas supporté l'eau et le froid. Du coup, le maître d'ouvrage a trouvé plus astucieux de ne pas refaire les parties manquantes en plâtre, mais de les remplacer par ce genre d'éléments.
Les ornements en plâtre sont progressivement remplacés par ces éléments en pierre artificielle. Un béton très dense et résistant qui, une fois repeint, fera parfaitement illusion. L'ampleur de la tâche est considérable. Rien que dans l'arrondissement, à raison de 40 immeubles par an, il faudra plus de 20 ans pour restaurer tous les édifices qui le méritent. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Une fois monté dans le bateau, attendez-moi à l'intérieur et j'arrive tout de suite. Bonjour. Bonjour. On embarque? Ok. Pour une personne, ce sera 3000 florins. Voilà. Toi, tu es toujours en poste sur ce trajet, dans les courbes du Danube? Oui, je travaille tout le temps sur cette ligne. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans cette partie du Danube? Est-ce que tu trouves qu'elle est plus belle que d'autres? J'ai grandi ici. Tous mes souvenirs d'enfance sont ici. Ma famille, mes amis. Ici, dans les boucles du Danube, la nature change souvent de visage. Chaque saison est différente. Je ne me lasse jamais. Est-ce que tu crois que je peux aller voir la cabine du capitaine? Parce que moi j'adore les bateaux. Oui, je pense que ça peut se négocier sans problème. Eh bien tout à l'heure, je vais voir le capitaine alors. Bonjour capitaine. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça se passe bien la navigation là? Absolument. Nickel. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr. Voilà. Ah, quelle belle vue, c'est magnifique. Hein. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle les courbes du Danube. En fait, comme tu peux le voir sur le radar, il ne s'agit pas d'une seule courbe, mais d'une succession de virages. C'est ici que le Danube change de direction. Auparavant, il allait vers l'est, et maintenant il se dirige vers le sud. Vous voyez, ce qui me plaît beaucoup, c'est que toutes les falaises, là, on voit qu'il n'y a que de la forêt, il y a très peu de construction. Enfin, c'est vraiment, vraiment très sauvage, quoi. Autrefois, c'était un endroit très prisé. Pendant la période socialiste, nous ne pouvions pas vraiment voyager à l'étranger. Alors les gens avaient des résidences secondaires ici, ou logeaient dans des hôtels le long du Danube. C'était réservé à une population aisée. Puis l'endroit est passé de mode. Je pense que maintenant, les gens aiment à nouveau découvrir cette région. Ah oui, donc ça redevient un endroit important pour le tourisme ici alors. Ceux qui ont envie de connaître une Hongrie plus authentique font le voyage jusqu'ici. Il y a beaucoup de choses à faire, entre autres de belles excursions. Puis moi j'adore le bateau, il a un côté un peu vintage si j'ose dire, mais je trouve que c'est... On sent qu'il a vécu. Il date de 1979. Ok, très bien. Il a été fabriqué en URSS. Beaucoup de pièces ont été changées, mais le moteur russe est toujours d'origine. Tu veux essayer? Ah, tu veux que je conduise? Oui. Vous êtes sûr, capitaine, hein, parce que je veux pas avoir un accident, moi. Hein. Ah, c'est génial, ça. Ok. J'ai la pression, capitaine. Hein. Ça va, longe les bouées rouges. Ok. Là, tu peux voir l'indication de la profondeur. Ah, il y a seulement 2,40 mètres. Incroyable, alors qu'il est tellement immense qu'on s'attendrait pas à ce que ce soit aussi peu profond, quoi. Donc je comprends pourquoi on doit rester entre les bouées, parce que sinon ça veut dire qu'on s'échoue, quoi. Oh, c'est génial, quel kiff. Si vous voulez aller boire un café, allez-y, hein, je m'occupe du bateau. Maintenant, un petit peu vers la droite. Juste un peu. C'est trop. Pardon, désolé, capitaine. Il y a de la musique, non? C'est moi. Tu vois en face de nous ces petites îles? Il y a plein de bateaux.
Il va falloir que je reprenne les commandes. Ouais, bah je crois que c'est mieux, ouais. Merci de me faire vivre ça. Hein. C'est super. Je pensais pas que je pourrais prendre les manettes comme ça dans le bateau, quoi. Au revoir Agnès. Merci pour tout. Au revoir Ismaël. Allô. Ouais Zoltan, salut c'est Ismaël, ça va? Ouais écoute, je suis en train de remonter là depuis le Danube. Et t'es où toi exactement? Ok. Tu me verras, je suis au pied du château. Bah écoute, j'arrive. À tout de suite. Voilà. À tout de suite. Salut Zoltan. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Ravi de te rencontrer. Pareil. J'étais sur un de ces bateaux là, tu vois, qui fait la traversée sur le Danube. Et je suis arrivé en bas, je suis monté jusqu'ici. Et c'est un petit effort quand même. Hein. Oui, ce n'est pas rien de monter jusqu'ici. Mais tes efforts vont être récompensés. Car le panorama est grandiose et la citadelle vaut vraiment le déplacement. Bon, et je me disais, il n'y a pas trop de courant là pour aller faire du paddle ensemble sur les boucles du Danube? Il faut toujours être prudent sur le Danube. Il y a un courant assez fort, mais avec un bon guide, on peut naviguer en toute sécurité. Ah, c'est toi mon guide. Oui, ça va être super. Mais avant, je te propose de faire le tour du château. Je te suis. Et pourquoi on a construit cette citadelle ici, à cet endroit précis, Zoli? Auparavant, il y avait un premier château à Visegrad qui se trouvait plus près de l'eau, tout en bas. Mais pendant l'invasion des Tartares, il a été détruit puis laissé à l'abandon. C'est bien plus tard que le roi Béla IV a décidé de construire un château en pierre et non plus en bois, plus solide et perché tout en haut de la colline. Et c'est grâce à la femme du roi qui a mis en vente tous ses bijoux que les travaux de construction ont pu être financés et que ce magnifique château est né. Ah, ça va être beau ça, je sens. Waouh, c'est super. Donc finalement, si on a protégé cet endroit, c'est à la fois pour se prévenir des invasions extérieures et en même temps pour préserver cette route commerciale. C'était important pour le roi et les autorités locales de pouvoir surveiller ce qui se passait sur ce territoire. Ils contrôlaient les bateaux de commerce qui empruntaient le Danube, tout en étant en sécurité dans la citadelle. On a même protégé la couronne royale ici pendant plus de 200 ans. J'avais pas percuté à quel point cette ville avait une telle importance historique, stratégique. C'est génial. Et ben, j'ai hâte d'aller sur l'eau, moi. On y va? On va faire du paddle? Let's go? Allons-y. Salut, Captain! Oh là là, il y a les vagues du bateau. Oh nom de Zeus. Les vagues se calment. On va pouvoir se mettre debout. Tu mets la rame comme ça. Yes. Tu donnes l'impulsion pour te relever. Tu ramènes tes pieds en avant et doucement tu te redresses en regardant l'horizon. Ok. Très bien. Serre-toi de la rame pour pagayer et avancer. Allez, c'est parti, mon ami. Ismaël, c'est parfait. Vraiment parfait. Bah, tu vois, Zoli, j'avais perçu que le Danube avait une importance vitale pour la Hongrie, pour l'agriculture, etc. Mais j'avais pas percuté à quel point c'était aussi une grande route commerciale. Aujourd'hui encore, des bateaux de nombreux pays naviguent sur le Danube. Et d'un point de vue écologique, c'est très important que le transport fluvial continue de se développer. J'adore la petite ambiance qui règne ici, c'est hyper simple.
À chaque fois que je navigue ici seul ou en groupe, la pointe de l'île me montre un visage différent. Il arrive certains jours que plus d'une centaine de personnes viennent profiter de ce spot. Ils se baignent, plantent leurs tentes de camping, pêchent. Tu vois les chiens courir. Mais il peut arriver aussi que le niveau de l'eau du Danube soit très haut et atteigne les troncs d'arbres. Alors on peut faire du paddle entre les arbres, partir un peu à l'aventure. C'est très excitant pour nous. Bon, je te remercie beaucoup Zoli. C'est un super moment, c'est hyper doux. J'ai adoré quoi. C'est vraiment une région qui est très spéciale, j'aimerais y passer plus de temps, tu vois. Donc c'est parfait pour découvrir la Hongrie. J'ai vraiment aimé te faire découvrir la région où je suis né. Avant de nous quitter, il faut que je te montre une dernière chose. Ah ouais, d'accord. Magnifique. Bon, attends, j'essaye. Non, ok, c'est pas pour moi. Ah, bravo, je suis incapable de faire ça. Les blancs sont un peu moins chers. J'en prends 2. Et je voudrais aussi quelques tomates. Je choisis mes tomates bien mûres pour qu'elles soient les plus juteuses possibles. Dans la vie de tous les jours, Károly est entrepreneur. Mais ce week-end, il se transforme en cuisinier avec passage obligé chez le poissonnier. Il y a 10 kg de carpe et 5 kg de poisson-chat. C'est toujours très bon ici. On n'a jamais été déçus. Károly habite Mohács, une ville du sud du pays, blottie contre le Danube. Cette proximité avec le fleuve est à l'origine de sa spécialité culinaire. Ça, c'est la carpe pour la soupe de poisson. On va rajouter de l'oignon, du sel, du paprika, de l'eau et rien d'autre. C'est un plat très simple. Mais il faut un ingrédient essentiel, un bon chef. Le hólaszlé, littéralement bouillon du pêcheur, nécessite peu d'ingrédients. Moins connu que la goulash, c'est pourtant un incontournable de la gastronomie danubienne. Une affaire sérieuse, puisque cette soupe de poisson fait chaque été l'objet d'une grande fête en centre-ville, au cours de laquelle une soixantaine de participants, dont Károly, s'affrontent pour réaliser le meilleur bouillon. Ça, c'est le poisson qu'on a coupé et salé il y a 3 heures. C'est avec ça qu'on va faire la soupe. Maintenant, je vais rajouter de l'eau et on va le porter à ébullition. Et même pour une recette aussi simple, il y a autant de variantes que de participants. J'ai appris cette recette de mon père. Quand l'eau commence à bouillir, c'est à ce moment-là que je mets mon poisson. Idem pour le paprika. Chacun l'ajoute à un moment différent et en quantité variable. Mais tous s'accordent sur une chose. Il faut faire danser les chaudrons. C'est très important de ne jamais mettre de cuillère dans le chaudron. Ça casse les morceaux de poisson. Il faut remuer comme ça. À l'abri des regards, un jury implacable analyse les assiettes de chaque candidat. Le paprika amène une jolie couleur. Oui, mais c'est beaucoup trop doux. Là, il y a un problème. Il y a une différence de couleur au bord de l'assiette. On ne l'a pas encore goûté, mais rien qu'en le voyant, on peut voir que ça n'est pas un beau bouillon homogène. Vous voyez là, on ne devrait pas voir cette bordure jaune. Si la soupe n'est pas homogène, il y a un problème soit avec le paprika, soit avec le temps de cuisson. Je mettrai une note de 70. Moi, je mettrai 60. C'est très important que les jeunes apprennent à faire cette recette parce que les vieux maîtres vont finir par disparaître et il faut qu'ils transmettent leur savoir-faire. Même si ce soir la victoire échappe à Károly, le plus important est ailleurs. La tradition reste bien vivante. Si les Hongrois sont fiers de leur patrimoine culinaire,
La gastronomie magyare n'est pas figée pour autant. Máté Rosman est un jeune chef cuisinier de Budapest. Son inspiration, il la cultive aux Halles centrales, le ventre de la capitale. C'est l'un des plus anciens marchés couverts de Hongrie. Il est ouvert tous les jours. C'est très populaire. Beaucoup d'habitants de Budapest viennent faire leur marché ici. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent le visiter. Nous avons des haricots beurre, de la roquette, des courgettes et beaucoup d'autres choses. Je vais aussi te prendre un peu d'oignon. Dans la cuisine hongroise, les légumes sont très importants. Pendant très longtemps, les Hongrois ordinaires n'avaient pas accès à de la viande tous les jours. Moi, je pense qu'il faut revenir à cette forme de cuisine parce que maintenant, les Hongrois mangent beaucoup trop de viande. Je crois que ce serait bien de ralentir un peu et de revenir un peu plus vers nos racines. Salut Máté. Salut, à bientôt. Máté officie au restaurant Textura, une brasserie haut de gamme qui revisite la cuisine hongroise avec style et imagination. C'est l'un des principes essentiels de notre restaurant. Un endroit ludique, un terrain de jeu où tout a sa place, mais on reste fondamentalement sur une ligne hongroise. Il faut que ce soit raffiné, mais compréhensible. Il faut qu'il y ait de la fraîcheur et des idées nouvelles. Nous aimons beaucoup manger. On aime les choses qui sortent de l'ordinaire et parmi tous les restaurants qu'on a essayés, celui-ci sort vraiment du lot. Pour l'une de ses entrées, le restaurant a choisi de relooker un classique de la cuisine populaire, la soupe épaisse. On a un peu changé la recette par rapport à la tradition. La soupe épaisse se prépare normalement avec un roux. Nous, on va mixer le légume pour que ça devienne un velouté. Exit le roux à base de farine et de beurre. C'est l'onctuosité de la courge qui va donner l'épaisseur. Avec Textura, la nouvelle cuisine hongroise ne manque pas de consistance. Salut les potes, me voilà. Salut. Bonjour. Tout va bien pour le matériel? Hello. Ismaël. Tu dois être Sandor. Ouais, bonjour. Ça, tu vas bien? Ouais, merci. T'as fait un bon voyage? Super, écoute, tu sais, je longe le Danube là pendant ce voyage. Et c'est la première fois que j'en sors pour venir voir autre chose. Je pouvais pas passer à côté du lac Balaton. Mais t'es la première fois en Hongrie aussi? Tout à fait, ouais. Ah, puis ça te plaît déjà ou... Les gens sont pas très sympas. Ah ouais, c'est un peu dur. Faut se monter. Hop là. Salut. Enchanté. Hello. Hello, nice to meet you. Bonjour. Hello. Vous faites quoi là, Sandor? En fait, hier, il y avait une intervention, puis ils se sont rendus compte que le moniteur, peut-être, il a un problème, mais non. En fait, ils ont tout regardé, puis ça joue maintenant. Bon, ça va. Vous allez pouvoir sauver les gens sur le lac? Ah ouais. Visimento, ça veut dire sauveteur? Sauveteur, ouais. Comment tu dis? Visimento. Ok. Est-ce que le secourisme sur ce lac, ça fonctionne, tu sais, comme en France, la SNSM, les sauveteurs en mer, qui sont bénévoles, c'est une association qui interviennent à n'importe quel moment de la journée? Oui, absolument, parce que tu sais, à l'époque, il y avait le communisme en Hongrie. Oui. Alors, dans les années fin 80, début 90, il y a eu un changement de régime. Le mur de Berlin tombe en 89, les régimes socialistes proches de l'ex-URSS changent de régime dans la foulée. Et donc dans ces années-là, il faut tout reconstruire, quoi. Oui, construire, parce qu'il n'y avait pas. Alors c'est pour ça qu'à l'époque, avec mon père, on a fondé la première société de sauvetage du lac. Et puis maintenant, cette année, nous, on a 25 ans. On a trouvé les moyens de financer tout cela, parce qu'on a 16 bateaux. D'accord. Et puis on a un groupe d'intervention de plongeurs, on a des ambulances.
Et ce matin, il y a une mission de prévue. Vous allez faire quoi? Il y a toujours des interventions. On ne peut pas savoir dans quelle minute on aura un alerte. Il faut savoir que le lac n'a pas de profondeur. Hein. Le lac, en moyenne, il a 4 mètres. Ah oui? Ouais. Parce qu'il est très grand quand même, ce lac. Ah ouais, il est grand, mais il n'est pas profond. Il fait quelle taille d'ailleurs? Il fait quelle dimension? Il est le plus grand d'Europe. Il fait 77 km de longueur et puis la largeur, la plus grande, je crois que c'est 8 km. Pour nous, en Hongrie, on dit que c'est la mer hongroise. D'accord. C'est notre mer, parce qu'à l'époque, on en avait, mais ça c'est... Oui, c'est vrai que vous n'avez pas d'accès à la mer dans la Hongrie telle qu'elle a été redessinée par les différentes guerres. Voilà. Alors je regarde si s'ils sont en ordre. Ici, il y a un voilier. Mindanoke! Tout est OK? Mindanoke! Ouais, ça joue, c'est bon. En gros, là, tu patrouilles pour voir un peu ce qui se passe. Si ouais, de temps en temps. Alors aujourd'hui, c'est assez calme. Sziasztok! Salut! Tout est OK? Tout va bien. Je me demandais si vous étiez en train de pousser le bateau. Non, on se laisse porter par le courant, tout va bien. Allez, à plus. Vous faites beaucoup d'interventions pendant la saison d'été? Ouais. Il y a presque 300 000 personnes par jour qui utilisent le lac. Les plages sont assez pleines. Tu n'as pas de visibilité. Alors, si tu as un malaise, tu es tout de suite sous l'eau. Il n'y a personne qui remarque. Tu es à côté de quelqu'un, puis tout d'un coup, hop! Ouais, parce que l'eau et tu ne vois pas où il est. Ouais. Même si on n'a pas de visibilité à cause de la base, mais la qualité d'eau, elle est très propre. Par exemple, à 1 mètre de profondeur, tu peux sortir de l'eau et puis tu le filtres, enfin tu peux le boire carrément. Ah ouais, d'accord. On aimerait que ça reste comme ça. Par exemple, tu sais, les bateaux à moteur, c'est interdit. Ah oui, il n'y a que des moteurs électriques pour les bateaux. Que électriques ou les voiliers. Bon, les sauveteurs, la police, ça c'est autre chose, ok. Oui, oui. Parce qu'on doit y aller assez vite. Mais le plus grand problème actuel maintenant du lac, c'est qu'il fait trop chaud. Et si tu regardes bien vers le port, il nous manque déjà 70 cm d'eau. Ouais, c'est la marque noire là que tu vois. Quand on passe les 30 degrés, 1 cm par jour. Hein. Ah ouais. Là, le lac perd 1 cm par jour. Alors, la danse pour la pluie, tu vois. Alors ici, on arrive à l'entrée principale de la plage de Olsho-Ursch. Ça s'appelle Olsho-Ursch ici? Ouais, Olsho-Ursch. Ça c'est le village où on est. C'est que moi, en voyant les panneaux, je me disais c'est Alsors. On prononce Olsho-Ursch, tu vois. Il y a beaucoup de touristes étrangers au bord du lac Balaton? À l'époque, il y avait beaucoup de gens. Parce que tu sais, quand il y avait les Allemands de l'Est et puis l'Allemagne de l'Ouest, c'était vraiment une place où les Allemands pouvaient se réunir. C'est-à-dire que si tu étais de l'Ouest et de l'Est, tu avais le droit de venir en vacances ici? Voilà. Mais maintenant, c'est plus calme côté étranger. C'est une destination pour les Hongrois. J'adore cette petite ambiance. Donc ça, c'est un distributeur de gilets de sauvetage. Ben voilà, alors c'est tout simple. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il y a toutes les tailles. Et puis c'est écrit, prends-le, mets-le, porte bien sur toi dans l'eau, et après tu le remets. D'accord, c'est génial. génial. Comme ça, ça veut dire que moi, je viens avec mes enfants, et pour être en confiance, je peux prendre un gilet de sauvetage et leur mettre. Et puis voilà. J'ai jamais vu ça ailleurs. Puis on aimerait mettre partout, même chez vous en France. Bah ouais, je trouve que chez nous, ça serait pas mal. Parce que tu vois, en France, je pense que tu laisserais ça. Il y aurait beaucoup de gilets qui disparaîtraient assez vite. En Hongrie, ils m'ont dit la même chose. Et écoute, tu sais, tu en apportes ici, tu mets une douzaine dedans, le soir, je suis sûr qu'il y en a 0. Au moins, tant mieux. Il voulait tellement qu'il a pris à la maison. Tant mieux. Et si on ne croit pas dans ces systèmes, il ne faut même pas le commencer, quoi. Faut croire. Toi, tu y crois? Ah ouais, toujours. Bon, ça. Toujours, ouais, toujours. Hein. T'es optimiste. Je sais pas toi, mais moi j'ai super faim.
Bah moi aussi, hein. Je n'osais pas te le dire parce que je me suis dit, le gars il est sauveteur, il est au taquet tout le temps. Ouais, mais il est assez gros, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut manger là dans ces petits restos de plage? Ben, tu trouves tout, mais vraiment la spécialité du Balaton ou bien de la Hongrie, c'est le langos. On arrive chez Yuri, il est très connu même en Hongrie parce qu'il est, je pense, dans le top 5. Sziasztok, hello. Hello. Alors, tu vois? C'est bien, ça va pas être gras du tout ça comme... Ah ouais, mais c'est lourd, hein? Ouais, je crois. C'est vraiment de la crème aigre, du fromage, du sel. Super. Et bon, on va goûter ça. Hein? Et tu veux de l'ail? Ah ça non. Ça pas d'ail? Eh non. Ah non, il faut mettre un peu. Ah mais c'est un pinceau? Bah oui. Tu mets un peu de la flotte. Voilà, c'est bon. Et bon, je vais goûter un peu avec l'ail. Ah voilà, tu mets sur un... Mais plus timide que toi, tu vois. Voilà, on va faire comme ça. Nickel. On se met là? Eh ben voilà, regarde là, cette petite table, elle est bien. Ok. Super. C'est hyper bon. C'est bon, hein? Donc toi, ça te rappelle un petit peu ton enfance, tout ça? Bah ouais, c'est les goûts de la même chose de ton enfance, tu vois. Tu cherches de temps en temps des goûts de ton enfance, bah tu viens à la plage et puis tu manges une lingoche et puis t'es arrivé, quoi. Et toi, t'es né ici, au bord du lac Balaton? Non. Mon père est hongrois. La révolution hongroise, 56, il est parti. Il a épousé. C'est le moment où les gens se sont opposés au régime communiste. Voilà. Bah, ils n'ont pas réussi, malheureusement. Je suis né au bord du lac Léman, à côté à Lausanne. Et puis, j'avais 8 ans quand mon père a décidé de revenir. Alors, on est arrivé ici en 1975. Alors attends, ça veut dire que ton père, quand il revient en 75 avec ta maman, absolument, et il revient quand même dans ce pays où il y a toujours le même régime. Oui, mais pas aussi dur. Si tu as des bons moyens de vivre, si tu as un bon métier, et tu t'en fous un peu de la grande politique, c'est un pays riche, quoi, en fait. Et on vit bien. J'avais super faim et alors tu sais quoi, je trouve que c'est un peu lourd effectivement, mais pas tant que ça. C'est-à-dire ça a beau baigner dans l'huile, bah, c'était très bon. Hein. Et puis avec ça, t'es bon jusqu'à demain, hein, en tout cas. Je crois, jusqu'à la semaine prochaine. Si le lac Balaton est l'attraction incontournable de l'ouest du pays, l'est de la Hongrie offre un paysage bien différent. Le parc national d'Ortobac abrite la plus vaste steppe d'Europe centrale, la Puszta. Ici, c'est le territoire des chevaux Nonius, une race décrétée trésor national et sur laquelle veillent les Csíkos, les cow-boys hongrois. Le chapeau des Csíkos est fabriqué en feutre. La calotte de notre chapeau est tellement dure que ça en fait pratiquement un casque. Un berger sans son chapeau, ça n'existe pas vraiment. Peter travaille pour le haras de Mata, un centre d'élevage au cœur du parc d'Ortobac. Son temps, il le partage entre les box et la steppe, cette étendue quasiment vierge d'arbres que le pâturage de ces bêtes contribue à garder ouverte. C'est vrai que le pâturage des chevaux, c'est une sorte de science. Quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que le berger ne fait qu'accompagner le troupeau, alors qu'en fait, c'est bien le Csíkos qui dirige les chevaux. Ce ne sont pas les chevaux qui nous promènent. C'est notre devoir de Csíkos de les faire pâturer de telle façon que quand ils rentrent à l'écurie, il n'est plus faim. L'histoire de la famille de Peter est intimement liée à la Puszta. Tout petit déjà, il aidait son père en jouant au berger sur l'exploitation familiale de bœufs gris, une autre des espèces emblématiques de la région. Celui-là, il allait très mal l'année dernière. Mais là, il va beaucoup mieux.
Nous ne sommes pas devenus bergers par défaut ou juste pour gagner notre vie. Non, on est né berger. Il faut savoir que notre famille, aussi bien côté paternel que maternel, on peut parler d'une dynastie de bergers. Peter, c'est le premier Chicoche de la famille. Je suis fier parce que c'est mon fils et je suis fier qu'il vive la vie de berger. Une vie difficile, un travail physique, des horaires à rallonge et un salaire qui ne suit pas. La profession vit une crise de vocation. Pourtant, dans le monde des bergers, les Chicoches occupent une place à part. Un statut singulier qui prend une autre dimension au moment de revêtir l'uniforme traditionnel. Au total, notre tenue est faite de 7 mètres de tissu. Quand tu enfiles ce costume, ça t'engage, ça te donne une responsabilité. L'élevage n'est pas la seule source de revenus de la ferme. Le haras de Mata s'est spécialisé dans l'accueil de touristes désireux d'avoir un aperçu de la vie dans la steppe. Lors de ces visites, les Chicoches font la démonstration de leur talent de dresseur hors pair et les Nonius justifient leur réputation de chevaux dociles. Bravo, vous êtes très habile. Je peux le caresser? Oui, bien sûr. Oui, ils sont très importants. Depuis très longtemps, ils font partie de notre histoire. Pour nous, Hongrois, les Chicoches sont un symbole. Je ne pense pas qu'il y en ait ailleurs. En fait, le collègue le plus proche d'un Chicoche, c'est son cheval. Le Chicoche et son cheval, c'est un couple. Il faut qu'il soit bien dressé, bien formé, pour pouvoir répondre aux tâches qu'on lui demande. Les Nonius, robustes et disciplinés, sont ensuite vendus à des centres équestres, mais aussi aux amateurs d'attelage. Lorsque Peter quitte son travail, il ne reste jamais longtemps loin des chevaux. Une passion qu'il partage avec sa femme et sa fille. Plie un peu ton genou. Avec ton pied, essaye de bien fermer. Si être femme de Chicoche reste une source de fierté, ce mode de vie astreignant est parfois difficile à vivre pour les proches. C'est difficile dans le monde d'aujourd'hui de demander à quelqu'un de rester dehors toute la journée quand il fait chaud ou quand il fait mauvais temps. C'est idéal pour les gens qui sont un peu comme des ermites ou qui n'ont pas de famille. Mais Peter a une famille. Cette profession, c'est un sacerdoce. Pour que ça perdure, il faudrait améliorer les conditions. Car au-delà de l'aspect touristique et parfois même folklorique, les Chicoches sont un maillon essentiel de l'équilibre de la Puszta et de l'histoire de la steppe hongroise. Regarde ça. Waouh! Bah tu avais pas menti. C'est splendide, hein? Énorme, c'est magnifique. Le petit lac là. Bah, c'est le grand lac Balaton, hein? C'est quoi ce lac? Non, je plaisante. Et il est quoi là, à 5h du matin? Ouais, 5h20. Mais faut monter parce que le lever de soleil, c'est tout de suite. Hein. Génial. On continue. Et tout ça, c'est des volcans alors? Bah, partout, ouais. Tout ce que tu vois. Incroyable. Tu vois, les pierres, c'est tout volcanique, hein? Ces pierres pourraient raconter l'histoire. J'ai l'impression d'être un gamin quand je suis dans des endroits comme ça. C'est... Tu verras, ouais. Tu découvres ça avec des gros... Ouais, mais faut monter encore parce que c'est l'autre côté. Il y en a qui dehors encore, alors faut pas les déranger. Faut monter. On va monter sur le mur, là. Allez, je te suis.
Le chef des sauveteurs est-il sûr que c'est sécurisé? Ouais, c'est bon, viens. Viens, Dieu, viens. Ah, t'arrives? J'arrive, bien sûr. Viens de ce côté-là. Oh là là, Sandor, c'est juste énorme. Merci, Tu mon verras, vieux. il y a le montée de soleil là-bas. Merci, mon vieux. C'est hallucinant. Et ça alors, ces fortifications, c'est quoi? Parce que c'est sorti de nulle part, quoi. Ben, en fait, à l'époque, quand les Turcs attaquaient la Hongrie ou bien l'Europe, ils ont construit des forts pour défendre leur territoire. Alors ici, c'est tout un système de forts. Sigliget, Chobans, Rezi, Shumeg. Puis ils avaient des signaux phares et puis avec de la fumée. C'est un peu... Ouais, c'est l'histoire. De temps en temps, le soir ou bien même pendant la journée, tu t'arrêtes et tu dis « Oh, ouais, c'est un bon choix qu'on a fait, qu'on a choisi de vivre ici. » Parce que tu pouvais vivre à Budapest dans un HLM ou bien tu pourrais être... Ouais, mais non, ici, c'est mieux. Mais qui t'a fait découvrir tout ça? C'est tes propres parents? Ouais, ben, tu sais, quand moi j'étais gosse, on n'avait pas de téléphone. Puis alors, évidemment, avec mon père ou bien avec mes parents, on était soit sur l'eau, on faisait de la pêche, de la voile. Et puis, quand il y avait la saison des champignons, on était dans la forêt. Tous les week-ends, on avait des programmes. Regarde ça. C'est quand même dingue, hein? C'est ouf. Il y a juste un nuage qui coupe un peu. Ouais, c'est vibrant. Ouais, je pense que je suis comme une pile sur le chargeur, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Ça redonne une énergie folle. Quand je me suis réveillé tout à l'heure, ça piquait un peu et j'avais pas envie de me lever. Mais maintenant, je suis trop heureux. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vraiment ça. Et là, on va où alors? Alors, on va chez Istvan Yazdi, c'est un vigneron. Ici, c'est vraiment une région de vin? Ah, absolument. Bon, tu sais, il y a plusieurs régions de vin, mais la région de vin du lac Balaton, c'est quand même typique. Et puis, c'est surtout des raisins blancs, c'est-à-dire il y a très peu de rouge. Ah, voilà, Attila. Attila, c'est le propriétaire du vignoble? Ouais. Bonjour. Salut. Alex. Bonjour. Ismaël, enchanté. Salut Attila, ça va? Oui, ça va bien, merci. C'est magnifique là, ce mélange de vignes et de lacs derrière. C'est l'endroit que nous aimons, c'est un endroit idéal pour faire du vin. On a du chardonnay, du pinot gris, du cabernet franc, mais aussi des trucs hongrois comme Olas Riesling, Cake Frankos, Cserszegi-Fűszeres chez Fourmint, qui n'existent pas en France. Ça s'écrit comme ça se prononce, j'imagine. Ouais. Ça s'écrit à l'hongroise, ça pose des difficultés à certains. Et alors ça par exemple, c'est un cépage d'ici? C'est un cépage d'ici, c'est ce qu'on appelle Olas Riesling, il y a encore à peu près 2 semaines jusqu'à la vendange. Mais on sent déjà les arômes. C'est bon, hein? Ouais. C'est un peu sucré, mais pas trop. Et il y a une petite pointe d'acidité sur le retour là à la fin. C'est notre cépage préféré. Déjà parce que c'est autochtone, c'est l'enfant de la région. En Hongrie, c'est surtout cultivé autour du lac Balaton, mais c'est aussi cultivé en Autriche, c'est aussi cultivé en Slovaquie, en Serbie, en Croatie, enfin ex-Yougoslavie, en Roumanie. Et ouais, donc toute l'Europe centrale et les pays qui faisaient l'Empire austro-hongrois, quoi. C'est ça, exactement. Vous aussi, vous parlez français? Bah, tout petit peu, oui. C'est incroyable. Ça va. Comment ça se fait que vous parlez français comme ça, tous les deux? Mon père était diplomate dans le temps. Il était en mission à Paris entre 75 et 80. Très bien. Et le vignoble, c'est vous qui l'aviez avant? Ah oui, c'est moi le père fondateur. Hop là, oh, qu'est-ce que c'est beau ça! Oh, c'est beau.
Bon, comment vous trinquez ici alors? Egészségedre. Egészségedre. Ben voilà, bravo. Demandez-moi. Donc c'est Egészségedre. Voilà. Allez, à la vôtre. Egészségedre. Et merci. Hein. Eh ben allez, goûtons ce vin. Comme toujours, il est bon. Hein. Et puis ça glisse. Hein. Ah ouais, vraiment là. Ça rejoint ce que tu m'as fait goûter tout à l'heure dans les vignes. Tu vois, là, je vois vraiment le lien entre ton raisin, ce vin et donc le terroir qui va avec. C'est ça, ça raconte le lac Balaton, tu vois. Merci beaucoup. Et moi, tu vois, l'image que je retiendrai, c'est tous ces petits voiliers là sur le lac, en buvant ce petit verre de vin magnifique là. Et j'espère que vous garderez ça comme ça et que si je reviens dans quelques années, il n'y aura pas des moteurs de partout. Ah non, non, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Nous, on veut bien vivre. Ah, merci les amis. Faites attention, on va trop vite. Plus doucement. Oui, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Au nord-ouest du pays, le Szigetkőz est une région unique, un territoire sculpté par le Danube. Ici, au fil des millénaires, le fleuve a creusé la plaine, la transformant en un dédale d'îles et de cours d'eau. Plus de 500 km de canaux naturels. Ces balades ne sont jamais ennuyeuses. Un terrain de jeu immense que Brigitta ne se lasse pas de faire découvrir aux visiteurs de passage. Je pense que la spécificité de cet endroit, c'est sa diversité. Le fait que ce soit encore sauvage. On peut naviguer sur des bras étroits, puis passer sur des bras plus larges. Il y a même des endroits qui me font presque penser à des églises, des bras morts qui donnent l'impression que la nature est sacrée et que l'on devrait se prosterner sur ces berges. Sur ce territoire qui représente à peine 0,5% de la Hongrie, s'épanouissent près de la moitié des espèces végétales du pays et 80% des espèces de poissons. Un écosystème riche et varié qui fait le bonheur des promeneurs. Mais un labyrinthe aquatique qu'il vaut mieux explorer avec une carte. Je suis née dans un village du Szigetkőz. J'y ai vécu très longtemps. Puis ensuite, je suis partie à l'université. Et finalement, mon cœur m'a ramenée ici. Je ne pouvais pas aller vivre ailleurs. Cet environnement, si cher à Brigitta, est un milieu aussi riche que fragile. Comme beaucoup de zones humides, le Szigetkőz a souffert par le passé d'aménagements qui ont affecté son équilibre. Vous voyez ce bras. Avant, on pouvait y marcher à pied. Il n'y avait plus d'eau. J'ai des images qui montrent ça. L'eau dans le bras principal était profonde. Mais le bras secondaire n'arrivait plus à se creuser. En plus, il y a longtemps, ils ont construit une digue pour empêcher l'eau de passer. Coupé du Danube et comblé par les sédiments, ce bras secondaire était moribond. En mars 2024, les services du parc ont lancé de grands travaux pour lui redonner vie. Tout d'abord, en approfondissant son lit, puis, dans un second temps, en détruisant la digue qui l'isolait du Danube. L'eau peut enfin y couler à nouveau en toute saison. Balázs Zendoffi est réalisateur de films animaliers. Il suit ce processus de restauration depuis ses débuts. Regardez ce qu'on voit. On peut encore s'approcher. Grâce à la réhabilitation de ce bras mort, je pense qu'il y a beaucoup plus d'alevins que d'habitude. Parce qu'avant, les poissons ne pouvaient pas y entrer. Avec sa caméra, il témoigne une fois de plus que l'eau, c'est la vie. Et que le retour de l'une entraîne inexorablement le retour de l'autre. Regardez son ventre. On appelle ça une grenouille à ventre rouge. Son ventre coloré, c'est un signal qui veut dire « Faites attention, je suis venimeuse, ne me mangez pas ».
La magie des lieux suscite des vocations. Depuis tout petit, Elud aussi est un amoureux de la faune. Son truc à lui, ce sont les plumes. Depuis tout petit, j'ai été intéressé par les animaux. Quand j'avais 8 ans, ma mère m'a emmené un bagage d'oiseaux. Ce jour-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Et ici, c'est un paradis pour Elud et pour les oiseaux. Le Danube est un corridor naturel sur leur route migratoire et le Szigetköz est l'escale parfaite leur offrant le gîte et le couvert. Elud travaille aujourd'hui pour la principale association ornithologique de Hongrie. Attends, je vais commencer par l'autre côté. Toute l'année, accompagné de bénévoles, il surveille l'état des différentes populations présentes dans la région. Nous sommes ici dans une ancienne carrière de Szigetköz. Derrière moi, on voit des murs verticaux, créés par l'exploitation de la carrière. Ils sont devenus un site de nidification pour certaines espèces d'oiseaux. Ces trous, ce sont des hirondelles de rivage qui les ont creusés pour y nicher à l'abri des prédateurs. Très sélective en matière d'habitat, elle ne s'installe que sur des parois verticales. C'est une espèce relativement rare. Elle retire sa patte. Dans la protection de la nature, plus il y a d'aide, plus il y a de gens qui s'y connaissent, plus il y a de bénévoles, plus nous pouvons être efficaces. J'adore faire ça. C'est très agréable de les attraper et ensuite de les relâcher. Une fois capturées, les hirondelles sont examinées, mesurées et baguées pour pouvoir suivre leur déplacement. Depuis son classement comme aire protégée en 1987, le Szigetköz peut déjà compter sur plusieurs générations de sentinelles pour veiller sur ses richesses. Bonjour Balázs. Bonjour Ismaël. Yonapot. Tu vas bien? Oui, très bien. Cool. J'ai l'impression que cette région est assez différente de tout ce que j'ai vu avant. C'est presque la fin de mon voyage, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est encore de nouveaux paysages. Ce qui est spécial dans cette région, c'est qu'elle est vraiment très vaste. On n'en voit quasiment pas le bout. Je vis ici, je suis amoureux de cet endroit. Et on peut dire que je fais partie de ce paysage. J'ai vécu 10 ans à Budapest. Et depuis 20 ans, je vis ici avec ma femme et mon fils. T'as fait le même voyage que moi finalement, de Budapest jusqu'à la forêt, quoi. Oui, c'est un peu ça. Eh bien, je te propose de faire de la pêche au carlet. C'est une façon traditionnelle de pêcher ici. Là, je me posais une question là en regardant la rive. Il y a des différences de couleurs au niveau des arbres. Ceux qui sont en bas sont plus clairs et au-dessus, ça devient tout de suite plus foncé. Pourquoi? C'est dû à la montée des eaux. Il y a eu des inondations récemment. Aujourd'hui, l'eau a baissé d'1 mètre. Et quand l'eau monte, elle laisse une trace sur les feuilles. On peut ainsi visualiser les amplitudes des crues. Ça veut dire qu'ici, il y a de grandes variations de niveau sur le fleuve. C'est un fleuve qui est très vivant. Autrefois, les pêcheurs se prévenaient. Attention, inondation! Et de nos jours, on anticipe mieux.
Cette forêt, elle est vraiment immense. J'ai vu qu'il y avait 700 km de fleuves qui étaient protégés juste pour préserver cette forêt inondée. Quand est-ce qu'elle a été créée, cette réserve Balázs ? Le parc national d'Unadráva est né en 1996. C'est une réserve naturelle très riche pour sa biodiversité. Waouh! Il faut parfois jeter le filet 100 fois avant d'avoir du poisson. Je peux regarder juste le poids qui pèse son filet? 5-6 kilos. Ah ouais? 30 kilos. Ah ouais, quand même, hein. Parce que je te regarde faire là depuis tout à l'heure, et il y a un vrai geste, enfin, il y a vraiment un savoir-faire derrière le lancer de ce filet. Ici, dans la région, on tient le filet avec les dents. C'est très pratique. Il faut bien mordre le filet entre deux plombs, sinon tes dents peuvent s'arracher au moment du lancer. J'en ai attrapé. Voilà! Ok. C'est quoi comme poisson ça, Balázs? Ce sont des brèmes. Ils seront bons pour être fumés. Tu m'as dit que tu étais arrivé il y a une vingtaine d'années ici, mais qu'est-ce que tu faisais alors avant à Budapest? J'ai fait des études supérieures. J'étais travailleur social pendant 10 ans. Je m'occupais des enfants et des personnes avec des addictions. Non, Ismaël? Oui. À ton tour. C'est super agréable. Vas-y. Ok. Bon, ton filet ne s'est pas bien ouvert, mais c'est pas très grave. Toujours pas ouvert. C'est pas gagné, hein? Heureusement que t'es là. Alors tu vas cuisiner quoi là, Balázs? De la soupe de poisson de Bara. Voilà notre paprika qu'on va verser dedans. Le paprika, c'est aussi une spécialité d'ici? Oui, avant les Hongrois cuisinaient sans paprika. Mais en 1526, les Turcs ont occupé une partie de la Hongrie et ils ont amené le paprika dans leur bagage. Maintenant, on ne peut plus s'en passer. Ça veut dire que ce plat, finalement, raconte à la fois le lien de la Hongrie avec le Danube, que moi j'ai vu depuis que je suis arrivé ici, et en même temps, ça raconte votre histoire et comment le mélange des cultures, à un moment, se fait et se retrouve jusque dans la cuisine. Bonjour. Ismaël. Bienvenue chez nous. Salut, enchanté. Ma femme. Gerke, mon fils. Enchanté. Bon bah bon appétit, hein, les amis. Bon appétit. Ouais. C'est bon, hein? Super bon, moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est assez doux, assez soft, j'aime bien. Très bien, on est pas mal là ici. Bah, moi je vous remercie, hein, parce que petite soupe de poisson pour presque finir ce voyage, c'était parfait. Et je vois qu'il y en a un qui a beaucoup aimé. Hein. On voit qu'il y a une personne ici qui est en pleine croissance quand même. Hein. Merci. Merci d'avoir été notre invité. Je vais te resservir hein, quand même. Je vais pas te laisser mourir de faim. Hein.
Bon les amis, la fin de mon voyage arrive et avant de repartir, je voulais profiter une dernière fois du coucher de soleil absolument magnifique sur le Danube et sur Budapest. Mais il y a surtout une ambiance un peu électrique, en même temps très douce, avec un vrai melting pot, des gens d'ici, des gens d'ailleurs. Et c'est vrai que cette ville a une énergie que j'avais jamais rencontrée auparavant. Regardez-moi ça comme c'est beau quand même, c'est juste incroyable. Ce fleuve, ça a vraiment été le fil d'Ariane de mon voyage. Je crois que j'ai rarement vu, en tout cas en Europe, un fleuve aussi imposant, aussi impressionnant. Et c'est vraiment un trait d'union entre des gens extrêmement différents. Les gens de la ville comme Vincent, ce Français qui est installé ici depuis 20 ans et qui tente de réinventer un nouveau monde. Ou ceux comme Balázs, vous savez, le pêcheur, qui lui a fait une espèce de chemin inverse, qui est parti planter ses racines au beau milieu de la nature pour vivre vraiment en lien avec le Danube, être dessus tous les jours, le ressentir au quotidien. Et je vous souhaite de venir découvrir tout ce petit monde lié à ce fleuve. C'est vraiment extrêmement dépaysant et pourtant on est seulement à 2 heures de Paris. Les amis, si les couleurs du coucher de soleil sur Budapest vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour parler évidemment de cette magnifique destination, mais aussi de vos voyages à vous. Et je vous donne rendez-vous aussi pour de nouvelles aventures très vite au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!